Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une ombre, invisible dans une famille où vos sacrifices semblent être une évidence pour tout le monde? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été méprisée, oubliée dans sa propre maison, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire nous rappelle que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Je n'aurais jamais cru arriver à un point de ma vie où mon propre enfant me verrait comme un fardeau. Après toutes les années de sacrifice, après chaque nuit blanche et chaque matinée passée à m'assurer qu'il est plus que ce que je n'ai jamais eu, je pensais que le respect et l'amour seraient la seule chose sur laquelle je pourrais compter. Mais la vie a une façon de vous montrer des vérités que vous ne voulez pas affronter. Avant de vous raconter toute l'histoire, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Marie Dubois et j'ai 72 ans. Je vis seul maintenant dans un modeste appartement haussmannien, avec de grandes fenêtres où j'aime m'asseoir le soir avec une tasse de tisane. Avant d'aller plus loin, j'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Je suis toujours émerveillé de voir comment des histoires comme la mienne touchent des gens à travers le pays et même au-delà des océans. Cela me fait me sentir moins seul, de savoir qu'il y en a d'autres qui ont parcouru des chemins similaires aux miens. Maintenant, laissez-moi commencer comme il se doit. Mes journées étaient autrefois remplies d'une routine. Le genre de rythme qui s'installe quand on a vécu assez longtemps pour savoir que la paix compte plus que la vitesse. Je me levais tôt, non pas parce que je le devais, mais parce que les oiseaux derrière ma fenêtre semblaient donner leur mieux que n'importe quel réveil. Je prenais soin de mes quelques plantes sur le balcon, je m'occupais de mes rosiers en pot et parfois je m'asseyais sur le petit banc en fer forgé en pensant à l'arbre que mon défunt mari, Pierre, aimait tant dans le parc où nous emmenions notre fils, Antoine. Cet arbre était devenu grand et fort, tout comme j'avais autrefois espéré qu'Antoine le deviendrait. Dans le calme des matinées, je pensais souvent au petit garçon qui courait en cercle autour des fontaines, son rire remplissant l'air. Ces souvenirs me tenaient compagnie les jours de solitude. Antoine n'habite pas loin de chez moi. Il a épousé Chloé il y a environ 10 ans et ils ont acheté un appartement à 20 minutes d'ici. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais de la chance. Tant de mères de mon âge voient à peine leur fils. Mais le mien était assez proche pour me rendre visite, et au début, il le faisait. Chaque dimanche, il passait pour le déjeuner, et nous nous asseyions à la table de la cuisine comme au bon vieux temps. Chloé venait aussi, bien qu'elle semblât souvent distraite, toujours en train de vérifier son téléphone ou de parler de quelque chose qu'elle voulait acheter. Au début, je pensais que c'était simplement la manière d'être de la jeune génération. Ils vivent différemment, n'est-ce pas? Toujours pressés, toujours à la poursuite de la prochaine chose. Je ne la jugeais pas pour ça. Je me disais qu'elle s'habituerait à moi avec le temps. J'ai même fait des efforts pour qu'elle se sente la bienvenue. Je cuisinais ses plats préférés. J'achetais des petites choses que je pensais qu'elle pourrait aimer. Mais au fil des ans, j'ai remarqué de petits changements. Les visites d'Antoine sont devenues plus courtes, parfois précipitées. Quand Chloé l'accompagnait, elle avait une façon de parler tranchante. Ses mots étaient comme de petites épingles qui me piquaient, même si elle riait comme si c'était pour plaisanter. « Ne vous fatiguez pas, Marie, » disait-elle quand je me levais pour mettre la table. Vous n'êtes plus aussi utile de nos jours. Puis elle gloussait comme si c'était une blague inoffensive. Ce n'était pas inoffensif pour moi. Chaque commentaire ébréchait quelque chose en moi, même si je gardais le sourire. Je me disais, elle ne le pensait pas comme ça. Peut être qu'elle ne réalisait pas la portée de ses mots. Peut être qu'Antoine ne remarquait rien. Ou peut être pensait-il qu'il était plus facile d'ignorer la situation que de prendre ma défense. Pourtant, je gardais espoir. Les mères font toujours ça, n'est-ce pas? Nous nous accrochons même quand la corde est sur le point de rompre. J'étais seul depuis le décès de mon mari il y a des années. L'appartement était silencieux. Et bien que j'ai appris à vivre avec le silence, avoir Antoine à proximité était un réconfort. Je voulais croire que, quoi qu'il arrive, il serait là. Je voulais croire que les liens familiaux étaient plus forts que tout. Mais au fil des mois, j'ai commencé à sentir une distance s'installer, pas seulement en kilomètres, mais dans l'esprit. Il l'appelait moins. Il riait moins quand il venait. Et Chloé, eh bien, elle semblait plus à l'aise quand je n'étais pas dans la pièce. Je me disais de ne pas m'inquiéter. Je me disais que c'était juste le cours naturel des choses, que les enfants grandissent, fondent une famille, et que les mères doivent apprendre à lâcher prise. Pourtant, une lourdeur persistait en moi, un murmure qui me disait que lâcher prise ne serait peu, être pas suffisant, peu, être que j'étais déjà en train d'être repoussé. Et j'avais raison. Le jour viendrait où j'entendrais des mots qu'aucune mère ne devrait jamais entendre. Des mots qui coupent si profondément que je me souviens encore de leur son dans mes oreilles.
Des mots sortis de la bouche de Chloé, prononcés sans honte, alors que mon propre fils se tenait à côté, en silence. Mais j'y viendrai bientôt. Pour l'instant, je veux que vous compreniez le calme avant la tempête, la façon dont je croyais encore en l'amour, la façon dont j'essayais encore de maintenir notre famille unie avec bienveillance, car ce n'est qu'en voyant l'ensemble du tableau que l'on peut vraiment comprendre ce que l'on ressent lorsque le cadre finit par se briser. C'est drôle comme les plus petites remarques peuvent révéler les vérités les plus profondes. Elles se présentent comme des blagues, enrobées d'un sourire, mais en dessous, elles sont assez acérées pour faire saigner. C'est comme ça que ça a commencé avec Chloé, ma belle-fille. Pas d'un seul coup, mais petit à petit, comme si elle testait jusqu'où je pouvais tolérer avant de réagir. Je me souviens d'un dimanche où Antoine et Chloé sont venus déjeuner. J'avais passé la matinée à préparer un poulet rôti aux herbes de Provence, comme Antoine l'aimait quand il était enfant. J'ai mis la table avec ma belle vaisselle, celle que je gardais habituellement pour les fêtes. Je voulais qu'ils se sentent choyés. Alors que j'apportais les assiettes, Chloé a ri et a dit « Attention Marie, vous ne voudriez pas trébucher. À votre âge, une chute pourrait être la fin de tout. » Elle l'a dit nonchalamment, pas avec inquiétude, mais avec amusement, comme si ma fragilité était quelque chose de drôle. Antoine a eu un petit rire, pas vraiment d'accord, mais pas non plus en signe de protestation. Mon visage s'est empourpré, même si j'ai essayé de ne pas le montrer. J'ai souri poliment et j'ai posé les assiettes, mais à l'intérieur, j'ai senti une piqûre que je n'arrivais pas à oublier. Une autre fois, quand j'ai offert à Chloé une part de tarte tatin, elle l'a repoussée de la main en disant « Vous ne devriez vraiment plus vous donner la peine de cuisiner. Ce n'est pas comme si vous aviez l'énergie pour ça. » Puis elle a ajouté avec ce même sourire pincé « Laissez le travail aux plus jeunes. Aux plus jeunes. » Je suppose qu'elle parlait d'elle, même si je la voyais rarement lever le petit doigt dans sa propre cuisine, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement joint les mains sur mes genoux et j'ai hoché la tête comme si j'étais d'accord. Que pouvais-je faire d'autre? Prendre la parole aurait transformé le moment en quelque chose de laid, et je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas embarrasser Antoine ou le mettre dans une position difficile. C'était le schéma habituel. Des petites remarques, chacune laissant une ecchymose que personne ne pouvait voir. Et Antoine, mon Antoine, les laissait juste passer, comme s'il n'entendait pas, ou comme si le silence était plus facile que la défense. Le soir, quand j'étais assise seule avec ma tisane, je ressassais ces mots dans ma tête. Je me disais qu'elle ne les pensait pas de la façon dont ils sonnaient. Je me rappelais que les temps avaient changé, que peut-être les jeunes femmes parlaient plus directement. Mais au fond de moi, je savais qu'elle les pensait. Ce n'était pas que des mots d'ailleurs. Chloé avait une façon de me regarder qui me faisait me sentir petite. Si je posais une question, ses sourcils se haussaient comme si elle ne pouvait pas croire que je ne connaissais pas déjà la réponse. Si je me joignais à une conversation entre elle et Antoine, elle se taisait, attendait que j'aie fini de parler, puis reprenait comme si je n'avais rien dit du tout. Et lentement, j'ai commencé à remarquer un changement chez Antoine. Quand nous n'étions que tous les deux, il était toujours chaleureux, toujours le garçon que j'avais élevé. Mais en présence de Chloé, il devenait plus silencieux envers moi, moins affectueux, moins présent. C'était comme s'il voulait éviter les conflits en se fondant dans le décor, même si cela signifiait me laisser exposer à ses piques. Le plus dur, ce n'était pas ses mots, c'était son silence. Une mère peut supporter beaucoup de coups du monde si elle sait que son enfant est à ses côtés. Mais quand votre propre enfant reste là pendant que quelqu'un d'autre vous démolit, cela blesse bien plus profondément que n'importe quelle insulte. Un soir, après leur départ, je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre et j'ai pensé aux années passées, aux longues journées de travail, aux nuits où je rentrais épuisé mais où j'aidais quand même Antoine avec ses devoirs, aux hivers où le chauffage fonctionnait à peine et où je nous emmitouflais tous les deux dans des couvertures pour qu'il ait chaud. J'ai pensé à la façon dont j'avais applaudi le plus fort à sa remise de diplôme, à la façon dont j'avais mis un peu d'argent de côté chaque mois pour l'aider à acheter sa première voiture. Et maintenant, me voilà, traité comme une nuisance fragile dans ma propre maison. Pourtant, je gardais espoir. Les mères font toujours ça. Je me disais que Chloé s'adoucirait avec le temps. Peut-être qu'elle ne comprenait pas encore la valeur du respect. Peut-être qu'Antoine le verrait et y mettrait un terme. Peut-être. Mais au fond de moi, j'avais commencé à sentir un courant sous-jacent plus sombre. Chloé n'était pas seulement négligente avec ses mots, elle les pensait, elle les croyait. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne dise la vérité tout haut, sans déguisement. Cette vérité ne tarderait pas à arriver. Et quand elle est arrivée, elle a brisé quelque chose en moi que je pensais incassable.
Il y a des moments dans la vie qui se gravent dans votre mémoire, peu importe le temps qui passe. Le son du premier cri d'un nouveau-né, le silence d'un dernier adieu, et parfois des mots que vous aimeriez pouvoir ne jamais avoir entendus. Pour moi, ce moment est arrivé un samedi soir tranquille, autour d'une table qui aurait dû être remplie de chaleur, mais qui m'a laissé glacé jusqu'à la moelle. Antoine avait appelé plus tôt dans la semaine, disant que lui et Chloé passeraient. J'étais contente. Les jours de solitude se ressemblent, et l'idée d'avoir de la compagnie me remontait le moral. J'ai passé la journée à préparer leur repas préféré. Un bœuf bourguignon exactement comme mon mari l'aimait. J'ai même fait une tarte tatin. L'odeur de cannelle remplissant la cuisine, en espérant que cela adoucirait peu, être les angles vifs de Chloé. Ils sont arrivés en retard, Chloé entrant d'un pas décidé avec son sac de créateur à l'épaule. Antoine suivait avec cet air fatigué que j'avais commencé à reconnaître. Il m'a embrassé rapidement sur la joue avant de poser son téléphone sur la table. Chloé n'a pas pris la peine de m'embrasser. Elle a simplement dit « Ça sent bon ici », d'une voix plate qui témoignait plus d'une obligation que de sincérité. Le dîner a commencé de manière assez polie. Nous avons parlé de la météo, du travail d'Antoine, des plaintes sans fin de Chloé concernant ses voisins. J'essayais de suivre, souriant quand je le pouvais, bien que ces mots me passent souvent au-dessus comme de la fumée. Puis, après le dessert, la soirée a pris un tournant que je n'oublierai jamais. J'étais allé dans la cuisine pour apporter le café à table. La cafetière était lourde dans mes mains et je me déplaçais lentement, en me stabilisant. En retournant vers la salle à manger, j'ai entendu la voix de Chloé, basse, tranchante, avec ce ton qu'elle utilisait quand elle pensait que je n'écoutais pas. « C'est un fardeau, Antoine. Tu ne le vois pas? Elle va nous ruiner si on continue à la laisser compter sur nous. » Mon cœur s'est arrêté. Je me suis figé dans le couloir, la cafetière tremblant dans ma main. Pendant un instant, j'ai attendu. J'ai attendu qu'Antoine me défende, qu'il lui rappelle que j'étais sa mère, que j'avais tout donné pour lui. Mais les mots ne sont jamais venus. À la place, il y a eu un silence lourd et étouffant. Je suis entré dans la pièce discrètement, posant le café avec des mains qui tremblaient plus que je ne l'aurais voulu. Aucun d'eux ne m'a regardé tout de suite. Chloé sirotait son eau, le visage calme, imperturbable. Antoine s'est agité sur sa chaise, les yeux baissés sur son téléphone, comme si, en évitant mon regard, il pouvait prétendre ne pas m'avoir entendu entrer. Je n'ai pas dit un mot. Qu'y avait-il à dire? Mon cœur me faisait mal, mais ma fierté me tenait droite. J'ai versé le café dans leur tasse avec des mains fermes, me forçant à ne pas renverser, forçant mes lèvres à former un sourire poli qui semblait aussi fragile que du verre. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard. Chloé a parlé d'un nouvel ensemble de meubles qu'elle voulait. Antoine hochait la tête distraitement. Et moi, j'étais assise là, un fantôme à ma propre table. Chaque mot qu'il prononçait flottait au-dessus de moi, sans signification, car tout ce que j'entendais était l'écho de sa cruauté. C'est un fardeau. Elle va nous ruiner. Plus tard, dans la nuit, quand la vaisselle fut faite et que l'appartement fut de nouveau silencieux, je me suis assise seule à la table de la cuisine. La vieille horloge sur le mur égrenait régulièrement le temps qui passe. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour m'assurer qu'Antoine ait une vie meilleure que la mienne. Comment j'avais cumulé 2 emplois après la mort de son père, ne le laissant jamais se coucher le ventre vide. Comment j'avais payé ses études, même si cela signifiait me priver de nouveaux vêtements. Comment j'avais discrètement donné de l'argent quand lui et Chloé avaient eu du mal à acheter leur appartement. Et maintenant, pour Chloé, je n'étais rien de plus qu'un poids mort. Pire, pour Antoine, je ne valais pas la peine d'être défendu. Les larmes sont venues alors, chaudes et silencieuses. J'ai pressé ma main contre ma bouche pour ne pas sangloter à voix haute, comme si quelqu'un pouvait entendre, mais il n'y avait plus personne pour entendre, n'est-ce pas? Juste moi et 4 murs qui en avaient déjà trop vu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, entendant les mots de Chloé. Encore et encore, chaque fois plus blessant. Le silence de mon fils résonnait tout aussi douloureusement. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, c'était qu'il l'avait laissé le dire, qu'il m'avait laissé assise là à servir le café comme si de rien n'était. Quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Une partie de moi peut être celle qui s'était accrochée à l'espoir, s'est fissurée. J'ai réalisé que je ne pouvais plus excuser sa cruauté, ne plus me dire que c'était inoffensif, et je ne pouvais plus ignorer la vérité.
Mon propre fils avait choisi le silence plutôt que sa mère. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la chose même que Chloé craignait, la dépendance, le fardeau, la ruine, était à l'envers. Ce n'était pas moi qui m'appuyais sur eux, c'était eux qui s'appuyaient sur moi. Et ils allaient bientôt découvrir à quel point. Quand les gens vous traitent de fardeau, ils supposent que c'est vous qui prenez. Mais ce que Chloé ne savait pas, ce que même Antoine avait oublié depuis longtemps, c'est que j'avais discrètement donné depuis le début. Vous voyez, il y a des années, quand Antoine a épousé Chloé, ils avaient des difficultés. Il venait de commencer un nouvel emploi et Chloé cherchait encore sa voie. Il voulait un appartement, mais l'argent était un problème. Je me souviens d'être assise avec Antoine à ma table de cuisine, une pile de factures devant lui, son visage marqué par l'inquiétude. « Maman, avait-il murmuré, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. » Cette nuit-là, j'ai proposé de me porter garante pour leur prêt immobilier et j'ai mis de côté des économies que j'avais accumulées pendant des années. Ce n'était pas grand-chose, mais cela leur a donné une bouffée d'air. Pour faciliter les choses, j'ai ouvert un compte joint familial, un coussin pour les urgences, où je déposais de l'argent dès que je le pouvais. C'est devenu une habitude dont je n'ai plus jamais parlé. Au début, c'était de petites sommes, 100 € par-ci, 200 par-là. Puis, à mesure que mes pensions arrivaient et que je vivais frugalement, j'ai continué à l'alimenter. Au fil des ans, ce compte a discrètement grossi. Et chaque fois que les factures s'accumulaient pour Antoine et Chloé, je remarquais des retraits. Chaque fois que Chloé publiait des photos de leurs nouveaux achats en ligne, voyages, bijoux, rénovations, je voyais les chiffres baisser, et je ne disais rien. Parce que, n'est-ce pas ce que font les mères? Nous donnons discrètement en arrière-plan pendant que nos enfants sont sur le devant de la scène. Nous ne demandons pas de remerciements, nous n'exigeons pas de reconnaissance. Nous continuons simplement à donner, en espérant que notre amour les portera plus loin qu'ils ne pourraient aller seuls. Mais alors que j'étais assise dans le silence de ma cuisine cette nuit-là, après les mots cruels de Chloé, j'ai pensé à ce conte. J'ai pensé à la façon dont, à ses yeux, je les ruinais. L'ironie a failli me faire rire à travers mes larmes. Elle n'avait aucune idée que sans moi, leur vie serait déjà en train de s'effondrer. J'ai ouvert mon vieux carnet, celui où je notais les dépôts et les retraits. Chaque entrée racontait une histoire. Mars 2012, 500 €. Antoine au chômage pendant 2 mois. Décembre 2015, 1200 €. Frais médicaux de Chloé. Juillet 2018, 800 €. Acompte sur leur voiture. Page après page, je voyais les fils invisibles du sacrifice qui me liaient à leur survie. Et à ce moment-là, quelque chose s'est durci en moi. Pendant si longtemps, j'avais porté ce poids en silence, pensant que c'était mon devoir, mon amour, mon rôle de mère. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé que l'amour ne devrait jamais signifier se laisser piétiner. Le respect ne devrait pas être une option. Chloé voulait croire que j'étais dépendante d'eux. La vérité était le contraire. Ils étaient dépendants de moi. Le fardeau était en fait le pilier de leur sécurité. J'ai pris ma décision le lendemain matin. Je me suis habillé proprement, j'ai mis mon manteau et je suis allé à la banque locale. La jeune employée derrière le comptoir a souri poliment, ignorant qu'elle allait assister à un tournant dans ma vie. « J'aimerais fermer un compte », ai-je dit fermement, en lui tendant les papiers. Elle les a regardés, a hoché la tête et a commencé à taper. « Voulez-vous que les fonds soient transférés sur un autre compte, Madame Dubois ?»« Oui », ai-je répondu, en lui donnant les détails de mon compte personnel. La totalité. Pendant qu'elle travaillait, je me tenais droite, les mains stables. Pour une fois, je ne me sentais pas comme une vieille femme s'effaçant à l'arrière-plan. Je me sentais forte, décidée. L'employé a confirmé le virement, a tamponné les papiers et m'a remis un reçu. En sortant de cette banque, le vent d'automne vif sur mes joues, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas qu'Antoine me remarque. Je n'espérais pas que Chloé s'adoucisse. J'avais repris le contrôle de ma vie. Je ne les ai pas appelés. Je ne les ai pas prévenus. Je suis simplement retourné à mon petit appartement. J'ai pris soin de mes plantes et j'ai continué ma vie. J'ai préparé ma tisane, regardé mes émissions, et j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne découvrent ce qui s'était passé. Les factures seraient rejetées, les cartes refusées, et les virées shopping de Chloé s'arrêteraient net. Et quand ce moment viendrait, je ne prévoyais pas de jubiler ou de crier. Non, je les laisserai voir la vérité par eux-mêmes.
Ils pensaient que j'étais un fardeau. Ils allaient apprendre à quel point ils s'étaient appuyés sur moi depuis le début. La vengeance est un mot que les gens imaginent souvent comme étant bruyant et enflammé, avec des cris, des portes qui claquent, de grandes scènes dramatiques. Mais la vérité, c'est que parfois la vengeance la plus puissante est silencieuse, le genre qui ne nécessite pas une seule voix élevée, seulement de la patience. C'est celle que j'ai choisie. Après avoir fermé le compte, je n'ai rien dit à Antoine, ni à Chloé. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai rien laissé entendre. J'ai simplement continué mes journées comme si rien n'avait changé. Cette semaine-là, j'ai planté des pensées d'hiver sur mon balcon, les fleurs violettes éclatantes contre les feuilles d'automne qui se fanaient. J'ai fait de longues promenades dans le quartier. J'ai salué les voisins et je me suis assise sur mon balcon le soir avec une couverture sur les genoux. Mais à l'intérieur, je portais une certitude calme. La tempête approchait. Elle n'a pas tardé. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné en plein après-midi. J'ai reconnu le numéro d'Antoine, et pendant une seconde fugace, mon cœur a bondi comme avant, quand il appelait juste pour dire bonjour. Mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas chaleureuse. Elle était tendue. « Maman, dit-il, ses mots secs, sais-tu ce qui se passe avec la banque? Notre paiement de prêt a été rejeté. Chloé est furieuse. » J'ai tenu le téléphone fermement, ma voix égale. « Je ne suis pas sûr, Antoine. Avez-vous suivi vos dépenses? » Il y eut un silence à l'autre bout, suivi d'un soupir frustré. « Bien sûr que oui. Quelque chose ne va pas. » Chloé a essayé de payer la facture de la carte de crédit et ça n'est pas passé non plus. J'ai murmuré quelque chose de neutre, ne confirmant ni ne niant. Nous avons mis fin à l'appel peu de temps après, et je me suis rassise dans mon fauteuil, écoutant le léger bourdonnement du réfrigérateur. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais du poids de ce que j'avais fait. Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité invisible. Maintenant, pour la première fois, il se tenait sans lui. Les appels ont continué. 2 jours plus tard, Antoine à nouveau. Cette fois, sa voix était fissurée sur les bords. « Maman, nous sommes déjà en retard. » Chloé me crie dessus. « Que se passe-t-il? As-tu déplacé l'argent? » J'ai laissé passer un moment avant de répondre. Le genre de pause qui rend la vérité plus lourde. « Antoine, dis-je doucement, ce compte était le mien. C'est moi qui y mettais l'argent. Pendant des années, je l'ai alimenté, mais j'ai décidé de le fermer. » Il y eut un silence, puis une inspiration brusque. « Tu... Quoi? Maman, tu ne peux pas juste. Chloé va perdre la tête. Nous avons besoin de cet argent. » Nous conscients dessus. Ces mots m'ont frappé. Non pas avec culpabilité, mais avec une ironie amère. Conscients dessus. Ils avaient compté sur moi depuis le début, tout en se disant que c'était moi qui m'appuyais sur eux. Je pense, dis-je prudemment, qu'il est temps que vous appreniez à vous débrouiller sans moi. Vous êtes grands maintenant. Toi et Chloé pouvez gérer vos propres vies. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais presque entendre son esprit tourner à toute vitesse, essayant de reconstituer tout ce que j'avais donné au fil des ans. Finalement, il a murmuré « Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Mais avant que je puisse répondre, j'ai entendu Chloé en arrière-plan, sa voix aussi tranchante que du verre. « Demande-lui de régler ça. Dis-lui qu'elle doit le faire. » L'appel s'est terminé brusquement. Je me suis rassise dans mon fauteuil, le cœur lourd mais résolu. Je ne voulais pas blesser Antoine, mais je savais maintenant que c'était la seule façon. Il avait besoin de voir, de vraiment voir ce qui avait maintenu sa vie à flot. Et Chloé, eh bien, elle avait besoin de comprendre que la femme qu'elle considérait comme un fardeau avait été la raison même pour laquelle elle menait la vie qu'elle menait. La semaine qui a suivi a été étrangement calme. J'imaginais les disputes résonnant dans leur appartement, l'équilibrage frénétique des factures, les longs silences entre eux. Une partie de moi plaignait Antoine, car je savais qu'il était pris entre la honte et la loyauté envers sa femme. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été piétinée trop de fois, ressentait une calme satisfaction. Chaque matin, je versais ma tisane, je regardais mes plantes et je me disais « Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la justice. » Pendant trop longtemps, j'ai donné sans être vu. Maintenant, je laisserai l'absence de mes dons parler plus fort que tout ce que je pourrais jamais dire. Et c'est ce qui s'est passé, car 1 semaine plus tard, Antoine s'est présenté à ma porte, seul. Ses yeux étaient fatigués, ses épaules affaissées, et pour la première fois depuis des années, il n'était pas mon fils fier et confiant. C'était un homme qui avait enfin réalisé à quel point il avait tout pris pour acquis.
Je n'oublierai jamais l'expression de son visage ce matin-là. C'était une journée grise et couverte, le genre de jour où même le soleil semblait trop fatigué pour briller. J'étais assise à ma table de cuisine en train de tricoter une écharpe pour l'hiver quand j'ai entendu frapper à la porte. Pas un coup poli, pas le tapotement désinvolte de quelqu'un qui passe pour un café, mais un martèlement lourd et urgent. J'ai ouvert pour trouver Antoine debout là, mon fils, mon unique enfant. Sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre, ses yeux cerclés de rouge comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il semblait plus petit, en quelque sorte non pas en taille, mais en esprit. Derrière lui, garé sur le trottoir, j'ai vu Chloé assise sur le siège passager de leur voiture. Elle n'est pas venue à la porte. Elle est juste restée là, les bras croisés, les lèvres pincées, son regard acéré même à travers le pare-brise. « Maman », a dit Antoine, la voix brisée. « S'il te plaît, nous devons parler. » Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Il s'est effondré sur la chaise de la table de cuisine comme un homme portant le poids du monde. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Il a juste passé ses mains sur son visage, soupirant comme s'il cherchait ses mots. Finalement, il a levé les yeux vers moi, les yeux humides. « Maman », a-t-il murmuré, « pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu fermé le compte? Nous nous noyons sans lui. Les factures, le prêt, Chloé. » Il s'est arrêté. Nous ne pouvons pas suivre. Je me suis assise en face de lui, mes mains jointes sur mes genoux. Ma voix était stable, calme. « Antoine, ce compte n'a jamais été le vôtre pour en dépendre. Cet argent venait de moi, de ma pension, de mes économies, de sacrifices dont tu ne sauras jamais rien. Pendant des années, je l'ai alimenté. Pas parce que je le devais, mais parce que je t'aimais et parce que je voulais que tu aies une vie plus facile que la mienne. » Il déglutit difficilement, la honte vacillant sur son visage. « Yana ça se passe. Tu pensais que c'était juste là, n'est-ce pas ?» ai-je dit, le coupant doucement. « Tu pensais que tu te tenais sur tes deux pieds alors qu'en réalité tu t'appuyais sur moi. Et pendant tout ce temps, tu as laissé Chloé me parler comme si j'étais une vieille femme inutile, comme si j'étais le fardeau. » Antoine a tressailli aux mots. Il a baissé les yeux vers la table, incapable de croiser mon regard. Je l'ai entendu. « Antoine, ai-je continué, ma voix calme mais ferme. Ce soir-là, au dîner, elle m'a traité de fardeau. Elle a dit que je vous ruinerais. Et toi, ma gorge s'est nouée, mais j'ai continué. Tu n'as pas dit un mot. » Sa tête est tombée dans ses mains. « Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est juste que je ne voulais pas me disputer avec elle. Je pensais que si je restais silencieux, ça passerait. » J'ai secoué la tête. Le silence, Antoine, n'est pas de la gentillesse. C'est un consentement. En ne disant rien, tu lui as dit qu'elle avait raison. Et tu m'as dit que je ne comptais pas. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge sur le mur. Antoine est resté assis là, brisé, ses épaules secouées légèrement. Pendant un instant, je n'ai pas vu l'homme adulte devant moi, mais le petit garçon qu'il était. Le garçon qui s'accrochait à moi quand les orages l'effrayaient. Le garçon qui disait « Maman, tu es tout mon monde. » J'ai tendu la main sur la table et j'ai posé la mienne sur la sienne. « Antoine, ai-je dit doucement, je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ta maison, de tes affaires, de ta pitié. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le respect. Savoir qu'après tout ce que j'ai donné, je comptais encore pour toi. » Il a levé les yeux alors, des larmes coulant librement sur ses joues. « Tu comptes, maman. Tu comptes plus que tout. » J'ai été un imbécile de ne pas le voir. Par la fenêtre, je pouvais voir Chloé toujours assise dans la voiture, son visage crispé par l'impatience. Elle n'était pas là pour s'excuser. Elle n'était pas là pour écouter. Elle était là parce qu'elle voulait que sa bouée de sauvetage soit restaurée. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne la lui rendrais pas. Pas à elle. Pas tant qu'elle me verrait comme rien de plus qu'un obstacle sur son chemin. J'ai serré la main d'Antoine une fois de plus avant de retirer la mienne. « Tu es mon fils, Antoine. Je t'aimerai toujours. Mais l'amour sans respect n'est rien. Et tant que Chloé n'aura pas appris cela, il n'y aura pas de compte. Plus de sacrifices silencieux. Il est temps que vous appreniez tous les deux à vivre sans vous appuyer sur moi. » Il a hoché la tête lentement, brisé, comme s'il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Dehors, Chloé a klaxonné. Et avec ce son, le poids de toutes les années s'est installé entre nous, lourd et final. Après le départ d'Antoine ce matin-là, l'air dans mon appartement semblait plus lourd qu'il ne l'avait été depuis des années. Je suis resté à la fenêtre et je l'ai regardé retourner à la voiture. Chloé a levé les yeux au ciel alors qu'il ouvrait la portière,
les bras croisés, sa bouche bougeant rapidement en se plaignant. Il s'est glissé sur le siège à côté d'elle, les épaules affaissées, et pendant un instant, il ressemblait plus à un enfant grondé qu'à un homme adulte. Ils ne sont pas entrés ensemble. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Chloé n'était pas venue pour s'excuser ou même pour comprendre. Elle était venue pour récupérer ce qu'elle pensait être à elle. L'argent qu'elle supposait pouvoir continuer à puiser, sans question. Mais ce chapitre de ma vie était clos. Cet après-midi-là, je me suis assise dans mon salon, les aiguilles à tricoter immobiles sur mes genoux, pensant à tout ce qui venait de se passer. Il fut un temps où je me serais senti coupable. Un temps où je me serais convaincu que j'étais cruel. Que peu, être Chloé avait raison. Que peu, être j'étais vraiment un fardeau. Mais au fil des heures, la culpabilité n'est jamais venue. Au lieu de cela, une étrange paix s'est installée en moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas utilisé. Je n'étais pas la main invisible qui réparait les trous dans leur vie. J'étais simplement moi, Marie Dubois, une femme qui avait assez donné. Le lendemain, Antoine a rappelé. Sa voix était plus douce cette fois, presque suppliante. « Maman, Chloé menace de vendre la voiture. Elle dit que si tu ne rouvres pas le compte, nous allons tout perdre. » J'ai écouté en silence, le laissant finir. Quand il s'est enfin tu, attendant que j'intervienne pour arranger les choses, j'ai parlé prudemment. « Antoine, je t'aime, mais tu dois comprendre quelque chose. Cet argent n'a jamais été destiné à être permanent. Je l'ai donné pour vous aider à prendre votre envol. Au lieu de cela, toi et Chloé avez construit votre vie comme si cela ne finirait jamais. Ce n'est pas vivre, c'est s'appuyer, et je ne peux plus vous laisser vous appuyer sur moi. » Il y eut une pause, puis une expiration tremblante. « Mais maman, qu'est-ce qu'on est censé faire ?»« Vous êtes censé faire ce que tout adulte fait, » ai-je répondu fermement. « Faire un budget, travailler plus dur, réduire les dépenses, apprendre à vivre selon vos moyens. Vous avez vécu d'illusions, Antoine, et les illusions ne durent pas éternellement. » Je pouvais sentir le poids de mes mots s'abattre sur lui. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas défendu Chloé. Pour une fois, il a juste écouté. Plus tard dans la soirée, en sirotant ma tisane près de la fenêtre, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Mon visage était ridé, mes cheveux plus fins qu'avant. Mais derrière mes yeux, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. La force, celle qui ne vient pas en portant les autres, mais en déposant enfin le fardeau. Le dimanche suivant, il n'y a pas eu de visite, pas d'appel, pas de rire, résonnant dans ma cuisine. Le silence aurait dû faire mal. Mais au lieu de cela, il semblait pur, comme une blessure qui commence enfin à se refermer. Je suis allé à la messe ce matin-là, et assise sur le banc, j'ai murmuré une prière silencieuse. Pas pour plus d'argent, pas pour mon propre confort, mais pour Antoine. J'ai prié pour qu'il trouve le courage de se tenir droit, même si Chloé ne se tenait pas à ses côtés. Les jours se sont transformés en semaines, et petit à petit, j'ai remarqué des changements. Les achats tape à l'œil ont cessé d'apparaître sur les réseaux sociaux de Chloé. Antoine a appelé une fois juste pour prendre de mes nouvelles, son ton plus doux qu'avant. Il n'a pas demandé d'argent cette fois-là. Il a simplement demandé comment j'allais. Cela signifiait plus pour moi que tous les dépôts que j'avais jamais faits. Un soir, je me suis assise sur mon balcon, le soleil se couchant derrière les toits de Paris, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas perdu mon fils, pas encore. Il était enfoui sous la honte et l'influence de Chloé. Mais il était toujours là. Et être qu'avec le temps, il y verrait de nouveau clair. Quant à Chloé, eh bien, certaines leçons sont dures à apprendre. Elle m'avait voulu partie, effacée, rejetée. Mais au lieu de cela, elle a appris la vérité. La femme qu'elle appelait un fardeau était la fondation même sous ses pieds. Et quand cette fondation a été retirée, elle n'avait plus rien sur quoi se tenir. Et moi, je m'étais enfin souvenu de ma propre valeur. En y repensant maintenant, je réalise que Chloé m'a rendu un étrange service. En me traitant de fardeau, elle m'a forcé à voir ma vie différemment. Elle m'a fait voir que je n'étais pas faible et que je ne m'appuyais sur personne. En vérité, j'avais été celle qui soutenait tout le monde. Pendant des années, j'ai donné sans poser de questions, réparant discrètement leurs brèches, maintenant tranquillement leur foyer à flot. Et pourtant, au moment où ils ont oublié d'où venait cette sécurité, ils m'ont traité comme un poids autour de leur cou. Mais voici la leçon que je veux vous laisser. Surtout à ceux d'entre vous qui nous regardent et qui, comme moi, ont vécu de longues vies pleines de sacrifices. Vous n'êtes pas un fardeau. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez ou à ce que vous retenez. Elle se mesure à l'amour, à l'histoire
et à la force que vous portez en vous. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Antoine et Chloé. Peut être qu'un jour ils se reconstruiront. Peut être qu'ils s'effondreront. C'est leur chemin maintenant, pas le mien. Quant à moi, j'ai choisi la paix. Mes journées m'appartiennent à nouveau. Mon balcon, mes plantes, mes matinées tranquilles, tout cela m'appartient. Et il y a une liberté là, dedans. Alors, à vous qui nous regardez, souvenez-vous de ceci. Le respect vaut plus que l'argent. La dignité vaut plus que le confort. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de prendre du recul et de laisser les autres faire face au poids de leurs propres choix.